Quelques mots avant de commencer ce nouvel épisode d'ASAP. Je souhaite remercier Switchy pour son soutien. Alors Switchy, c'est une solution que j'ai découverte depuis quelques temps. C'est une solution qui permet aux entrepreneurs de se concentrer sans être interrompus par des appels téléphoniques. Donc en fait, il y a deux modes, et c'est vous qui choisissez quand basculer d'un mode à l'autre. Il y a le mode joignable, donc une personne, et non un robot, s'occupe d'accueillir votre correspondant au nom de votre entreprise, et vous demande si vous prenez l'appel. Et le mode injoignable, et là c'est le standard qui enregistre les coordonnées de votre correspondant, ainsi que son message. Vos prospects et vos clients bénéficient d'un accueil très pro, et l'image de votre entreprise n'en sera que meilleure. Ça prend 5 minutes à mettre en place, et 10 appels sont offerts à l'inscription, et 10 appels supplémentaires avec le code AZAP, AZZZAP, lors de votre premier achat. Je vous mets le lien de découverte dans la description de l'épisode, et passons dès maintenant au nouveau numéro d'ASAP. On est sur quelque chose d'assez profond quand on réalise que l'organisation ne ressemble plus à celle qu'elle était et qu'on aurait été incapable de dessiner ce qu'elle est devenue à l'avance en tant que manager de cette entité-là. On réalise que elle a pris une tournure inattendue mais adaptée au challenge qu'on rencontre. Inattendu mais adapté au challenge qu'on rencontre. ASAP. Je m'appelle Alexandre Zermati et chaque semaine, je vous propose une conversation avec une personnalité inspirante du monde du travail. Cette semaine, mon invité est Yves Cristol. Yves est un expert du management agile. Dans cet épisode, il va nous décrire ce qu'est pour lui l'agilité, ce que cela veut dire pour les managers et enfin, comment utiliser une raison d'être pour mobiliser un collectif. Vous retrouverez toutes les références évoquées par Yves dans les notes de l'épisode et je vous laisse tout de suite avec mon invité. Yves Cristol, je suis dans cette grande maison, ce grand groupe qui est France Télécom puis Orange depuis le début de ma carrière, il y a bien longtemps maintenant. Et j'ai oscillé sans arrêt entre mes premières amours et que j'ai pas renié depuis, qui est le développement logiciel. J'ai développé pas mal de choses dans plein de contextes différents, et puis le marketing des terminaux mobiles et plus récemment le marketing des produits chez Orange France. Et là, depuis quelques semaines, je m'occupe de la transformation agile, de la gouvernance agile chez Orange France. Donc, les règles du jeu du monde industriel, le taylorisme qui prévalait depuis le début du XXe siècle, c'est sophistiqué, mais ne répond pas en fait aux particularités du développement logiciel. Donc je pense qu'il y a une corrélation forte entre le développement logiciel et l'agilité, même si ça s'étend bien au-delà de ça désormais. Donc c'est l'anti-taylorisme, et une autre manière de le dire, c'est que ça intègre le fait que des personnes éduquées avec les outils modernes qui sont les nôtres aujourd'hui peuvent à la fois penser, décider et faire d'un seul mouvement, ce qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus lean, beaucoup plus efficace. Et c'est ça qui a derrière les principes de l'agilité. Penser, décider et faire d'un seul mouvement. Oui, tout à fait. Donc, j'avais commencé comme développeur dans le milieu des années 90 et ça n'existait pas en tant que tel, ce n'était pas formellement édicté. Quand je suis revenu au développement logiciel en 2008, effectivement, en fait, je me suis intéressé à l'agilité par l'absurde, j'ai envie de dire, puisque en fait, on constate qu'on n'est pas efficace dans notre travail. Il y a un proverbe de développeur qui dit que développer, c'est corriger les spécifications, c'est désambiguiser les spécifications. Et en fait, quand on a une longue chaîne entre l'intention et une spécification détaillée qu'arrive un développeur, c'est absurde, c'est idiot, on a l'impression de faire des choses qui ne servent à rien, qui sont des non-sens, et on n'est pas motivé pour faire des choses qui n'ont pas de sens, et donc c'est pas efficace. Donc c'est vraiment pour résoudre ce problème-là que je me suis intéressé à l'agilité, qui avait déjà pignon sur rue évidemment à l'époque, et puis on a expérimenté, on a compris à la fois la forme et puis le fond après des expériences successives. Non, c'est pas le monopole du monde du développement, par contre c'est le point de départ, parce que
Dans le monde du développement, c'est une évidence que penser et faire ne peut pas être dissocié. Mais quand on va sur d'autres métiers, ça fonctionne aussi. Pour les mêmes raisons d'ailleurs, parce qu'on a doté la plupart des métiers d'outils de productivité qui sont extraordinaires. Et donc, mettre des intermédiaires entre celui qui a l'intention et celui qui fait, c'est inefficace. Mais c'est un peu comme à une époque, des managers qui considéraient que ce n'était pas eux d'avoir un ordinateur parce que c'était un truc d'assistante, de secrétaire, et qu'ils se contentaient de dicter. Aujourd'hui, ça nous ferait rire, évidemment. Bon, donc, ça marche un peu pour tous les métiers, mais la cause racine est toujours la même. On a maintenant des bicyclettes pour l'esprit, comme pour reprendre la formule de Steve Jobs, que sont les outils digitaux en général, et quel que soit son métier, la valeur ajoutée vient du fait qu'on a l'idée, on a la créativité et la capacité à réaliser. Ça marche pour beaucoup de métiers. Non, c'est pas le monopole du monde du développement, par contre, c'est le point de départ. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, c'est par la contrainte, par l'absurde, en fait. C'est quand on commence à faire de l'agilité dans les pratiques quotidiennes de réalisation, on se rend compte qu'un des obstacles, c'est le fonctionnement managérial. Alors, pourquoi c'est un obstacle ? Parce que, précisément, dans les logiques managériales, souvent, on a séparé les fonctions en donnant les fonctions de décision, parfois de réflexion, mais souvent de décision, à la ligne managériale, et pas on sépare les décideurs des exécutants, hein, et voilà. Et ça, c'est évidemment orthogonal à ce que je viens de décrire sur l'agilité. Donc, il fallait s'attaquer à ça aussi et retrouver un sens différent à l'action managériale et essayer de bricoler autour de ça. Alors, on n'est pas tout seul, il y a plein de choses, il y a plein de littérature et plein d'expériences. Ça a commencé de manière, cela dit, assez empirique. Moi, j'ai fait des choses qui me paraissaient aller dans le sens de nos besoins en supprimant, par exemple, un niveau hiérarchique dans mon organisation logicielle à l'époque, en permettant des expériences. Alors, ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est dans la logique de l'agilité, on peut essayer, et puis si ça ne marche pas, on arrête. Hein, c'est la pression qu'il y a à avoir juste du premier coup tombe, et donc ça nous permet d'expérimenter plus vite. Par exemple, il y a une équipe qui doit toujours être dans cette configuration d'ailleurs à Lannion, qui a décidé un jour qu'en fait elle n'avait pas besoin de remplacer son manager. Le manager avait décidé de devenir développeur et de plus être manager, et elle a décidé qu'elle n'avait pas besoin de manager, et donc ils se sont organisés. Ils ont proposé de s'organiser pour fonctionner comme ça, et ça a fonctionné très très bien. C'est une équipe très senior, expérimentée, ils font des très belles choses. Alors c'est pas une règle, hein, c'est pas quelque chose qu'on généralise forcément, mais on peut essayer des choses. Il y a un département avec 2 managers qui tournent tous les 6 mois, il y a des choses comme ça qui se sont faites. On a appris des belles choses, notamment sur la capacité à démultiplier l'efficacité des gens quand on remplace pas un manager, par exemple, pendant quelques temps, parce qu'on ne trouve pas et qu'on voudrait quelqu'un qui soit aussi un doueur, par exemple, et c'est difficile à trouver. Et bien on se rend compte que dans le temps d'attente, loin de péricliter, l'équipe, des fois, elle grandit parce que elle se sent plus en situation de prendre des initiatives. Donc tout l'enjeu, c'est ça, c'est créer un mode managérial qui suscite l'initiative et pas qui la restreint. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on apprend sur le tas. Et plus récemment, donc, dans une organisation marketing produit, on a essayé un modèle qui se développe chez Orange et qui s'appelle la gouvernance adaptative, et qui reprend des éléments de l'holacratie, qui a plus pignon sur rue, qui est plus connu en général, et qui est une forme d'agilisation de la gouvernance pour les organisations. Donc on s'attaque à des questions d'évolution de l'organisation, d'évolution des rôles, des responsabilités des uns et des autres. On le fait avec une méthode qui est apparentée à l'agilité, en ce sens que c'est des petits pas, c'est apprenant. On se parle souvent pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On se dit ce qui ne fonctionne pas et on propose des améliorations. On a des mécanismes de récompense de l'initiative, d'incitation à l'initiative. Enfin, on privilégie l'initiative à l'immobilisme dans ces méthodes-là en général. Et ça fonctionne
Ça fonctionne bien, les gens adhèrent, voilà, on fait des choses. Et on sait qu'on est sur quelque chose d'assez profond quand on réalise que l'organisation ne ressemble plus à celle qu'elle était et qu'on aurait été incapable de dessiner ce qu'elle est devenue à l'avance en tant que manager de cette entité-là. On réalise que voilà, a pris une tournure inattendue mais adaptée au challenge qu'on rencontre. Donc voilà, ça c'est une forme d'agilité nouvelle, mais super intéressante et quelque part la conséquence de l'agilité initiale. On se parle souvent pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Alors en fait, ce que je pense, là je cite Jürgen Appelo qui dit on ne sait pas si on a besoin de manager, on a besoin de management. Donc en fait, pour moi, le boulot du manager, c'est de réussir à faire en sorte que les gens fassent de leur propre volonté ce qu'ils n'auraient pas fait si on n'avait pas été là. C'est pas de la manipulation, c'est de créer les conditions de l'initiative et de l'effort collectif. Un manager dans l'agilité, déjà, il peut avoir un rôle dans une équipe agile. Il peut être lui aussi développeur ou testeur ou designer ou exploitant ou que sais-je. Donc il n'est pas obligé de n'avoir qu'une casquette managériale. C'est une première clé. D'ailleurs, dans la gouvernance adaptative, le fait d'avoir plusieurs casquettes, de porter plusieurs rôles, c'est une des clés. J'apprends à différencier mes différents rôles et formellement je peux dire là c'est en tant que manager que je fais ça et là c'est en tant que développeur que je fais ça. Ça permet justement de mettre une certaine fluidité. Donc ça permet au manager d'être dans une équipe agile avec un rôle au même titre que les autres membres de l'équipe, tout en ayant une activité de développement des compétences des collaborateurs par ailleurs. Mais c'est possible de garder un rôle productif et d'être manager. Quand je suis manager, la responsabilité qui reste dans le temps, qui résiste à cette évolution agile, c'est vraiment le développement des compétences, des collaborateurs et le conseil et les décisions qui permettent de mettre les personnes sur les bons sujets, dans les bonnes équipes agiles, de les faire progresser en leur permettant de se confronter à différentes situations professionnelles pour qu'ils continuent d'apprendre. Voilà, ça c'est la responsabilité essentielle. Ça a toujours été l'une des redevabilités attendues de la part d'un manager, mais c'était parfois un peu sacrifié. Parce que quand on est aussi en charge du quoi et du comment et du projet et des décisions de priorité, etc., on maltraite éventuellement cette dimension-là. Et ça renvoie à, d'ailleurs, une autre tendance lourde qu'on voit dans l'industrie, à travers à peu près toutes les industries qui se transforment et qui vont vers de l'agilité sous une forme ou sous une autre, c'est la concentration des organisations hiérarchiques autour de pôles de compétences. C'est-à-dire que la ligne hiérarchique dure, réelle, managériale, elle est dans des entités qui concentrent une compétence particulière. Parce que ça légitimise, ça crédibilise la position du manager sur le développement de la compétence, évidemment. Et aussi parce que ce sont les cycles les plus longs, parce que l'industrie s'est transformée, on change de sujet de nombreuses fois dans sa vie. Mais finalement, ce dont on change le moins souvent, c'est quand même de métier, de compétences cœur. C'est très bien de changer aussi de compétences quelquefois dans sa carrière, mais on ne fait pas ça tous les 4 matins. Donc le cycle le plus long, c'est celui de la compétence. Donc les organisations s'organisent en termes de compétences. Et donc le manager, dans cette évolution-là, une part de sa crédibilité vient évidemment de ses compétences humaines, de sa capacité à écouter, à faire du feedback, à faire en sorte que les gens aillent là où ils n'iraient pas si on les aidait pas. Mais c'est aussi de la compétence hardcore, réelle, sur le sujet qu'ils sont censés représenter. Ils n'ont pas besoin d'être plus experts que leurs collaborateurs. Ils ont besoin de comprendre, d'être crédibles sur la compétence de leurs collaborateurs et d'apporter un éclairage, peut-être moins en expertise sur certains sujets, mais plus large éventuellement, parce qu'ils ont vu plus de choses en termes de mise en œuvre de cette compétence. La concentration des organisations hiérarchiques autour de pôles de compétences.
La difficulté principale, c'est dans une grande entreprise, qui est comme mon expérience, mais même quand on est dans des petites structures affiliées à cette grande entreprise, on retrouve ça, c'est ce qu'une collègue appelle l'amour de la conformité. L'amour à la fois du respect de la règle historique et de la symétrie. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit partout pareil, sinon c'est le bazar. Et ça, c'est pas propice, évidemment, ni à l'expérimentation, ni à l'ensemble des pratiques agiles dont j'ai parlé. Donc ça, c'est la difficulté principale, c'est on n'a jamais fait comme ça, ou ça marchera pas parce qu'on sait bien comment on fonctionne, on a toujours fonctionné comme ça, on peut quand même pas imaginer d'eux. Donc c'est vraiment des obstacles mentaux, en fait, mais qui sont pas des obstacles... c'est pas une hostilité en général qu'on affronte, c'est plutôt des personnes qui sont dubitatives par rapport à la possibilité même de mettre en œuvre ce qu'on propose. Donc ça, c'est la première difficulté. Et puis la deuxième difficulté, et là, elle est inhérente à tout changement, c'est la peur. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Je sais ce que je perds parce que je gagne, qu'est-ce que je deviens là-dedans, où est-ce que je suis sur la photo là-dessus. Alors, au début, ça, ce sont des obstacles. Ce qui est très intéressant, c'est que sur le deuxième, justement, la gouvernance adaptative amène des clés là-dessus, en disant, puisque par construction de ce qu'on propose, rien n'est irréversible, si quelque chose ne marche pas, on revient en arrière, il n'y a pas de problème, ça tue quand même une partie des réticences. Après, la nature humaine étant ce qu'elle est, il y a des gens qui sont plus craintifs que d'autres, mais quand même, c'est quand même assez puissant de dire, en fait, on peut bouger doucement, mais très régulièrement. Enfin, doucement, c'est-à-dire peu de choses à chaque fois, mais très régulièrement. Donc, plutôt que de faire une grande transformation organisationnelle tous les 3 ans, 5 ans, qui chamboule tout le monde et qui mobilise toute l'entreprise pendant 6 mois, en fait, c'est en continu. Et c'est parce que Paul s'est rendu compte qu'il y avait un problème, on a proposé une adaptation, on change des rôles, on modifie... des rattachements, des redevabilités, et on avance comme ça. Et petit à petit, et avec cette idée que c'est réversible, on fait évoluer l'organisation en douceur, donc en ménageant les peurs, les résistances au changement, et tout en avançant relativement vite. C'est au global quelques petites modifications tous les mois. Après 3 ans, l'organisation ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était au début. Et personne n'a vécu de grands traumatismes derrière. Donc ça, c'est assez puissant. Mais voilà, le doute quant à la possibilité de bouger et la peur de ce qui va nous arriver, c'est les 2 principaux obstacles, évidemment. Petit à petit, et avec cette idée que c'est réversible, on fait évoluer l'organisation en douceur. Alors c'est un autre élément de l'agilité sur lequel j'ai pas insisté, c'est certes on rapproche des choses qui étaient jusque-là faites par différentes personnes, mais malgré tout on a besoin quand même d'être plusieurs pour faire des grandes choses. Donc la deuxième dimension, c'est de garder le sens de pourquoi on fait les choses. Pas simplement on nous l'a demandé, faites-le parce qu'on vous l'a demandé, mais faites-le parce que on essaye d'achever ceci, de réaliser cela. Et cette continuité du sens qu'on retrouve en agilité dans des concepts comme la description d'une histoire, d'une user story, on appelle, c'est en tant que client, je souhaite que dans telle situation, mon écran devienne rouge, afin que je sache qu'il y a un problème. Voilà, le afin que est super important. Parce que si au moment de la réalisation, c'est compliqué de mettre du rouge sur l'écran, il n'y a pas de rouge dans la palette, la personne qui est en charge de faire cette réalisation-là va peut-être dire « Bon, j'ai pas de rouge, mais j'ai du violet. L'important, c'est qu'il comprenne qu'il y a un problème. Je vais lui mettre en violet, il va comprendre. » Et donc, il pourra prendre une initiative qui ira dans le sens collectif de l'entreprise. Donc, au niveau de la gouvernance adaptative, en management, c'est la même chose, en fait. C'est qu'est-ce qui nous réunit ? Pourquoi est-ce qu'on est ensemble ? Pourquoi diable sommes-nous ensemble ? Le sens de ce qu'on fait ensemble. Donc, il y a un concept très important qui s'appelle la raison d'être, et qui consiste à expliquer ça juste en français, de manière simple, en choisissant bien les mots, en pesant les mots pour que ça soit à la fois facile à retenir et complet, et qu'on n'oublie pas des dimensions de ce qui nous réunit. Parce que c'est ce à quoi on va se rattacher quand il s'agira de prendre les décisions effectivement opérationnelles.
donc le lead d'un cercle, qui n'est pas le chef d'un cercle, mais qui est celui qui est justement le garant de la raison d'être, dans le jargon de la gouvernance adaptative, il se raccroche à ça pour prendre les décisions. On retrouve une dimension de l'agilité très importante qui est la boussole plutôt que le plan. On sait où on va. Pour le chemin, on va s'adapter en route à l'état du trafic, à ce qu'on rencontre sur notre chemin. Donc, la raison d'être, c'est la boussole, c'est la direction ultime. Alors, c'est pas suffisant souvent parce que c'est très high level, c'est durable. En général, une raison d'être, elle est là pour durer. Comme l'équipe est là pour durer, on peut l'ajuster, on peut la modifier, mais l'idée, c'est quand même d'avoir une cible, d'avoir une étoile polaire un peu stable. Et après, il y a des éléments de stratégie plus opérationnels qui sont à plus court terme, à 3 mois, à 6 mois, pour aller dans la bonne direction. Voilà ce qu'on choisit de faire en priorité ensemble, qui sont un deuxième niveau qui nous aide à prendre les décisions sur ce qui va engager l'équipe pour les semaines à venir. Donc voilà, la raison d'être, c'est effectivement quelque chose de très important qu'on retrouve dans les principes d'agilité quand en général on regarde en poupée russe les différents objets de l'agilité, des méthodes qui sont recommandées, des différents frameworks. Il y a une continuité autour du sens, ce qu'on essaye de faire globalement, un peu plus précisément, etc. Et je sais tout dérouler dans l'autre sens. Si je me retrouve face à une tâche unitaire précise, je sais la rattacher à la stratégie, à la raison d'être de l'entité. Si je ne sais pas, j'ai un problème. Pourquoi je ferais quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce qu'on essaye de faire ensemble? Voilà. Ça nécessite que derrière, on accepte le débat autour de ça. Évidemment, si quand je dis que je ne comprends pas le sens, on me renvoie dans mes pénates en disant écoute, arrête de réfléchir et fais ce qu'on t'a dit de faire, je vais le faire sans enthousiasme, mal, et ça sera sans doute pas bénéfique pour l'entreprise. Ouais, c'est évident qu'une des questions existentielles qu'on a et qui est la source de la peur que je mentionnais, qui est parfois une peur du changement et qui se transforme en hostilité, c'est qu'est-ce que je deviens là-dedans, qu'est-ce que je suis là-dedans. Et on a le besoin à la fois de faire partie d'un collectif, donc de se rattacher à une raison d'être plus globale, on vient pour contribuer à quelque chose qui nous transcende, mais aussi d'être un individu là-dedans, et c'est l'équilibre entre les deux concepts, et en tant qu'individu, j'ai moi-même une raison d'être dans ce collectif-là. La boussole plutôt que le plan. Plein de lectures. Des bouquins que je relis par passage au moins régulièrement. Je vais en citer 2 assez différents peut-être. Rework de 37 Signals, qui est Chosen Fried, qui est une excellente compilation d'anti-règles. Par rapport à des représentations qu'on a, évidemment il faut, non, évidemment il ne faut pas, il y a des contre-exemples dans la nature. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre systématiquement le contre-pied de tout, mais ça veut dire qu'il faut ne pas hésiter à challenger des évidences qui n'en sont plus forcément dans un monde qui est devenu plus complexe et qui évolue rapidement. Et plein de bonnes idées, c'est une lecture facile. Et puis un autre qui est peut-être un peu plus difficile à digérer, mais qui est essentiel parce qu'il est vraiment sur la manière dont notre esprit fonctionne et qui donne des clés en management, mais pas seulement en vie de tous les jours, en vie en collectivité. C'est Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, qui est un trésor d'études tout à fait scientifiques, sociologiques sur la manière dont notre esprit fonctionne et qui explique tellement de choses sur nos bonnes et nos mauvaises habitudes que c'est un petit trésor. Prendre du plaisir à ce qu'on fait, prendre du plaisir à écouter la manière différente qu'ont les autres de voir le monde. Ils ont indéniablement tort, mais c'est quand même vachement intéressant de les écouter et puis ça peut nous faire évoluer. Ils ont indéniablement tort, mais c'est quand même vachement intéressant de les écouter et puis ça peut nous faire évoluer. Je remercie Yves Christol d'avoir accepté mon invitation et je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide vraiment, et à vous abonner à mon compte Instagram, le lien est présent dans les notes de l'épisode. À la semaine prochaine pour une nouvelle conversation.